Donc, Denis Ferrand, pour commencer, directeur général de Rexecode. Salut Denis, donc je t'ai demandé il y a 2 jours, là, qu'est-ce qui t'intéresse? C'est quoi la une dans les entreprises? Et tu me dis les pénuries. Ouais. Toutes les pénuries. Toutes les pénuries. Toutes les ressources. Toutes les ressources. Exactement. Voilà. Alors, si, il y a une ressource qui ne fait pas défaut, c'est la ressource en capital. Ça, on le sait qu'il n'y a pas de sujet sur la ressource en capital, et ça, sur la trésor, ça, on en a parlé. Et ça se confirme. Ça se confirme mois après mois, il n'y a vraiment aucun sujet de ce côté-là. On peut l'évacuer. Attends, on peut l'évacuer, c'est-à-dire, toi tu dis commence à le dire quand même, comme l'a dit le patron du Crédit Agricole. J'ai beaucoup aimé la sortie de Philippe Brassac. Non, il n'y aura pas de vague, la fameuse vague de défaillance d'entreprise. Oui, en tout cas, sur 2021, sur 2022, on ne la voit pas forcément monter. Bon en tout cas, c'est ultérieurement que se poseront d'autres questions pour les entreprises. Parce qu'il y aura... ce ne sera plus l'effet Covid, là. Ce ne sera plus l'effet Covid, ou plutôt ce sera l'ombre portée de l'effet Covid, à savoir que l'endettement sera très élevé. Et la question qui va se poser pour les entreprises, c'est est-ce que je fais un choix d'investissement? Est-ce que je fais un choix de désendettement? Et là, il va y avoir un enjeu pour la croissance parce qu'on sera sorti de cette phase exubérante que l'on peut imaginer pendant quelques mois. Ouais. Et il y aura à ce moment-là bien un petit retour. Est-ce que je me mets un arbitrage à faire parce que les conditions de financement ne seront peut-être plus tout à fait les mêmes. Bon alors, pénurie, toutes les ressources. Parce que en fait, celle à laquelle on ne pense pas, pas du tout d'ailleurs, c'est la ressource humaine en fait. Ouais. Oui, on a vu les difficultés d'approvisionnement. On va en parler après. Démarrons avec la ressource humaine. Attends, je note, moi je lis le Denis Ferrand dans le texte. La réallocation sectorielle de main-d'œuvre. Ouais. La question du chômage partiel bloque la réallocation sectorielle de main-d'œuvre. Oui, le chômage partiel, c'est un dispositif génial. Quand tu as affaire à un choc qui est circonscrit dans le temps. Tu vois, parce que tu te dis... ma structure, je ne vais pas changer la manière de produire, je ne vais pas changer la composition de mon économie parce que j'ai un choc qui est soudain, mais qui va se lever une fois qu'on aura levé les contraintes. Ouais. Très bien, ça c'était valable en mars, en avril de l'année dernière. Et puis ce choc il s'est prolongé. Ouais. Et résultat, tu as des personnes qui sont restées durablement au chômage partiel, qui n'ont absolument pas cherché un autre emploi. Quand tu es au chômage partiel, tu n'es pas forcément incité à bouger parce que tu te dis je vais revenir à un moment ou à un autre dans mon activité. Et donc tu n'as pas le phénomène de déplacement qui suit une économie. Une économie se transforme en permanence. T'as des secteurs mais là, elle était gelée, elle s'est pas transformée. Là, elle était gelée. Oui, mais non. Elle ne s'est pas transformée. Elle ne pouvait pas se transformer parce que le dispositif de chômage partiel t'incite aussi à rester dans la projection du retour à l'emploi, dans ton emploi qui était précédent. Pourquoi te former sur un autre emploi? Et tu penses que là, on a pris du retard et tu penses que là, on a un problème dans, comme tu dis, l'allocation de ressources? Oui, parce que la transformation de l'économie, elle s'est faite à une vitesse absolument dingue. Ouais. Enfin, on le sait, sur la numérisation, sur énormément de choses. Enfin, il y a 2 chiffres qui m'avaient marqué. Ça, je l'avais regardé sur les États-Unis, mais tu as à peu près la même chose en France. C'est la façon dont s'est transformée la structure de consommation des ménages américains. C'était absolument dingue. Alors évidemment, hôtellerie, restauration, ça s'est effondré. Mais surtout, regardez, les éléments qui ont monté, c'était 18% d'augmentation des achats de biens d'équipement, de loisirs par les ménages américains. Des équipements, vraiment du matériel. 18%, personne ne le projetait. Projetait une progression de 18% de ce type de demande avant le Covid. Et pour pouvoir répondre à cette demande, il faut bien que tu trouves à employer des personnes qui, d'un seul coup, se trouvent démunies d'emploi. Donc, est-ce que tu as mis en place des passerelles qui te permettent d'aller d'un secteur d'activité en déprise vers un secteur d'activité qui est en totale exubérance? Et alors, l'exubérance va-t-elle durer? Ça, c'est autre chose. A priori, ça va se calmer un petit peu. Mais la vitesse... L'économie a rattrapé son retard, ouais. Mais les hommes et les femmes dans la formation, non. Mais si tu veux, c'est une récession. On a tout le temps parlé de la récession en W. Ouais. Mais pour moi, c'est la récession en 2V. C'est une récession qui se caractérise par sa vitesse et par sa violence. Et cette vitesse face à cette vitesse et cette violence, on a mis quelque chose qui est en revanche un stabilisateur, quelque chose qui fige la structure de l'emploi. On a bien compris. Et donc, tu vois, tu as vraiment un antagonisme. De son côté, elle, finalement, elle n'est pas restée figée. Ouais. Qu'il y a eu des déformations très, très importantes. Et c'est vrai, on parle sans arrêt d'accélération de tendance. Oui, tout à fait. Donc ça bouge énormément. Et puis en face, tu as un dispositif où la ressource principale qui te permet de produire, la ressource en homme, en femme, eh bien cette ressource, on l'a figée, on l'a laissée dans son jus. Et comme en plus, alors, c'est ce qu'on voit aussi aux États-Unis, c'est-à-dire, comme en plus cette ressource, elle est plus rare, elle va être capable de faire des arbitrages. Et on voit là, hôtellerie-restauration, enfin, multiplication de déclarations sur les gars qui ne trouvent personne. Et oui, parce que ce métier est quand même un métier très très dur, on peut le mettre dans tous les sens. Et donc là aussi, celui qui est finalement un peu couteau suisse est capable de faire beaucoup de choses.
il va pouvoir arbitrer entre les différentes offres. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est pas facile de passer d'un secteur à l'autre, hein, bien entendu, il te faut de la formation. Mais justement, si tu n'as pas créé les canaux de formation, bah, tu te crées encore moins les conditions de pouvoir... Alors, oui, tu auras les couteaux suisses, mais c'est quand même pas non plus la catégorie la plus répandue, le couteau suisse. Oui, je suis d'accord. C'est intéressant. C'est vrai que ça te bloque. Pénurie de... Alors, donc, on a lu ensemble l'interview de Geoffroy Roux de Bézieux dans Les Échos ce matin, qui dit des choses quand même sur alors, pour le coup, là, les pénuries de matériaux, matières premières, etc. Problème d'approvisionnement donc, et de prix sur les matières premières qui devient préoccupant. Le bâtiment, fer de lance de la reprise, a émis un signal d'alerte assez fort avec le prix de l'acier qui a pris 30% et le bois, je crois qu'il a pris 50% le bois, pour lequel les approvisionnements deviennent difficiles. On commence même à parler d'arrêter certains chantiers car les entreprises du bâtiment ne peuvent pas répercuter à la hausse des coûts dans des prix qui restent contractuellement fixés par les contrats qui ont été signés. Bien sûr. C'est exactement ça. On retrouve, en fait, toute proportion gardée, c'est un peu la même chose que ce que tu as du côté de la main-d'œuvre, c'est-à-dire que tu as déterminé des conditions d'équilibre d'un marché avant que ne survienne le Covid. Et puis, en fait, la vitesse de transformation de l'économie fait que les conditions de production ont été radicalement bouleversées. Et tu es toujours sur le mode de fonctionnement antérieur. Donc, c'est un peu le même mécanisme, si tu veux. Et comment est-ce que l'on met en place des dispositifs qui permettent bien de répercuter dans les prix des chocs de coûts que subissent les Mais dis donc, ça ne va pas nous casser la reprise, ça ? En tout cas, la casser, non. Je pense pas, parce qu'on va avoir des phénomènes de réallocation quand même qui vont se faire un petit peu dans l'autre sens, hein, parce qu'on voit bien qu'on va ralentir probablement un petit peu la demande de produits industriels pour pouvoir reconsommer un peu de services. Alors je le cite assez régulièrement d'ailleurs, et puis il nous écoute, donc il va être content. J'ai un copain chef d'entreprise qui m'envoie, mais tous les jours, d'ailleurs il dit je vais arrêter parce que t'en peux plus, tous les jours des hausses, mais sur le carton, sur ses emballages, sur les films pour emballer, tout est en train d'augmenter, et lui, en fait, ça lui fait peur. Ouais. Lui, il dit si, ça va casser la reprise. Qu'est-ce que tu lui réponds ? À mon avis, ça ne va pas la casser pour la raison que l'on a évoquée tout à l'heure. La première des contraintes sur une entreprise n'existe pas, la contrainte de trésorerie. Pour l'instant, les entreprises sont en capacité de payer cette augmentation des approvisionnements parce qu'elles ont le cash qui leur permet pour l'instant de faire face à cette demande. Toute la question, c'est maintenant... est-ce que j'arrive à le répercuter en aval ? Il y a une forme de tolérance à l'inflation par les coûts qui est importante parce que les entreprises n'ont pas la contrainte qu'elles génèrent automatiquement une inflation par les coûts. Cette contrainte est levée. Mais il y a bien un moment où il va falloir soit que je tape sur mes marges, soit que je répercute dans mes prix. Et là, on est en train de passer dans le moment du bras de fer. Et ça va être une sacrée épreuve de vérité. Alors c'est donc ce fameux... pricing power, hein. Est-ce que l'entreprise a aujourd'hui un produit suffisamment différenciant ou suffisamment efficace ou les bons fournisseurs ou les relations commerciales assez solides pour pouvoir augmenter ses prix ? Oui, tout à fait. Ça va être le vrai grand challenge en fait qui attend les entreprises. Oui, ça se joue là. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de regarder comment dans le passé, des hausses de prix, par exemple de production, des prix de production qui sont des prix de sortie d'usine, donc qui intègrent aussi les marges, comment est-ce qu'ils se répercutent in fine sur les prix à la consommation ? Parce que la question qui va se poser, c'est est-ce que j'ai devant moi une accélération de l'inflation, une accélération durable de l'inflation qui va basculer dans une augmentation des salaires ? Parce que pour l'instant, on n'a pas parlé d'augmentation des salaires. Et pourtant, on a parlé des problèmes de pénurie de main-d'œuvre et de contraintes sur les coûts. Mais il n'y a pas de répercussion sur les salaires. Parce que, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les prix de production ne se répercutent pas beaucoup dans les prix à la consommation, pour ce qui concerne les produits industriels, parce que tu as encore tout un ensemble de tampons qui vont s'exercer, qui sont les marges des distributeurs, qui sont les marges des transporteurs, qui eux aussi vont prendre une partie du choc de coûts qui est en train de se passer. Le sujet, il devient à ce moment-là, mais alors celui-là il est mondial, c'est sur les matières premières agricoles. Ouais. C'est là où, effectivement, là tu répercutes les prix de manière quasi automatique. Ouais. Et c'est là où tu te retrouves en bout de chaîne avec une vraie crise, de vrais problèmes, etc. Mais ça, enfin bon, ça concerne la France de manière très marginale. Mais et aussi, surtout, une sensibilité. Une sensibilité à un choc de prix alimentaire qui est beaucoup plus forte qu'un choc de prix sur un produit industriel. Et notamment dans les pays émergents, tu as quasiment 30 à 40% dans certains pays émergents du panier de biens de consommation des ménages qui est constitué de biens alimentaires. Mais donc ça veut dire on va rentrer dans une série de négociations, un peu comme on l'a fait avec les loyers. Quand Roux de Bézieux il dit là il y a un problème sur les chantiers, lui il envoie un message, c'est très clair. Donc il envoie un message entre eux, alors c'est les promoteurs hein, j'imagine, entre promoteurs et artisans, ou en tout cas ceux qui font les chantiers, il va falloir se remettre autour d'une table pour que chacun prenne une partie de la hausse
Ah, tout à fait, mais tu as voilà. la même chose Sur les loyers pendant Exactement. Ça vaut pour la construction, ça vaut pour l'agroalimentaire également, qui réclame des hausses de prix sur la période récente. Bon, alors un mot sur les retraites, parce que je regardais parce que ça intéresse tous les économistes quand même, ces prévisions du COR, du Conseil d'orientation des retraites. Là. J'ai eu le temps de les regarder un petit peu. Mais bon Dieu, mais tu fais varier même d'un 10e de point tes prévisions de croissance sur 15 ans, ce qui paraît déjà assez invraisemblable, et tu te retrouves avec un régime déséquilibré à 7, 12, 25 ou 30 milliards par an. Ouais, c'est des ça a un processus. sens, ça, Denis, pour un économiste, de faire ça? Ça a déjà, en fait, le premier sens important, c'est déjà de comprendre si les prévisions, elles sont calées par rapport au rétrospectif. Et quand je vois que souvent, dans les scénarios les plus sombres, on imagine que les gains de productivité seront de 1% par an, alors que sur les... Scénario médian, il est 1,3 même là. Ouais. 1,3. Et alors que sur les 10 dernières années, les gains de productivité, 0,8 par an. Donc tu as déjà... Donc tu vois, là, tu évoques une sensibilité à 1/10 de pourcentage de croissance. Or, le rétrospectif n'est même pas ce qui est le scénario le plus sombre qui est retenu sur les projections. Donc il y a déjà quand même un vrai problème. Alors pourquoi la productivité est importante? Parce que la productivité, c'est ce qui te permet d'augmenter les salaires. Tu as sur long terme une sensibilité, enfin les salaires évoluent comme évolue la productivité. Et ça, donc c'est l'équilibre de les salaires et donc les cotisations. C'est pas tant pour l'aspect dépense du système de retraite que pour l'aspect recette de celui-ci que l'on va apprécier l'enjeu de la productivité. Bon, mais même à l'arrivée, on se retrouve quand même avec des déséquilibres. Alors, ok, eux, ils disent 14 milliards par an, par exemple, de besoins de financement. Même si on double, même si on dit 28, sur 320 milliards d'euros par an, hein, c'est ça les retraites, hein, c'est 320 milliards d'euros par an. J'ai du mal à trouver ça catastrophique et inquiétant. Quand même, tu as un déséquilibre à 10%. Même pas 10%. Attends, j'ai doublé les prévisions du corps. Oui, mais attends, j'ai doublé les prévisions du corps. Oui, là, tu as vraiment pris le noir foncé. Là. J'ai pris le noir foncé. Ouais. Oui, attention, on s'est peut-être un peu trop habitué au quoi qu'il en coûte. Hein. Mais ce qui permet d'assurer de toute façon la pérennité d'un régime, qui est un régime de solidarité, c'est quand celui-ci arrive à s'équilibrer. Et je pense, d'ailleurs, dans l'interview de Geoffroy Roux de Bézieux, il y a une piste qui est très intéressante, qui est déjà explorée par énormément de pays, qui est celui de la mise en cohérence des paramètres du système de retraite avec les paramètres démographiques. Comment est-ce que je fais en sorte d'avoir une proportion d'actifs et une proportion de retraités qui évolue de manière relativement parallèle. Et donc, que l'on partage les gains d'espérance de vie entre une espérance de vie à la retraite et espérance de vie au travail. Donc ça veut dire une augmentation mécanique et automatique de l'âge de départ à la retraite. Oui. En fonction des données démographiques. C'est ça. Exactement. Tu te retrouves avec un truc de pilotage automatique où le politique ne décide plus de rien. Oui, où tu as mis en place un dispositif qui, à l'origine, est équilibré. Alors évidemment, tu auras toujours quelques paramètres sur lesquels il faudra jouer, mais tu as un régime à l'origine équilibré et tu le fais varier en fonction de tes paramètres, démographiques. C'est ce qu'ont fait par exemple les Japonais. Il y a plusieurs pays européens qui ont également introduit des paramètres démographiques dans le pilotage de leur système de retraite. C'est quand même la meilleure manière d'assurer sa pérennité. 320 milliards d'euros. Hein. Ouais. C'est pas une paille quand même. 320 milliards d'euros, 14, alors on dit là pour le coup, point de PIB, c'est-à-dire c'est 14% de la richesse que produit l'ensemble du pays qui... Oui, mais bon voilà, avec un déséquilibre qui ne me semble pas. Est-ce que tu partages ce sentiment que les velléités de réforme... D'ailleurs, j'ai l'impression que les velléités de réforme... sont plus celles qu'il y avait la semaine dernière de la part du président de la République. Enfin, il faut suivre ses déclarations, c'est quand même très... Voilà, ça louvoie un petit peu dans tous les sens. Viennent peut-être plus de la pression extérieure, de nos prêteurs qui ont envie qu'on leur envoie des signaux, comme tu dis, de fin du quoi qu'il en coûte. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai un peu l'impression, les sorties de Schauble, étonnant, il est un peu sorti du formol récemment. Ça, je peux te dire, il a changé le formol avec la nitroglycérine. Tout à fait. Je pense que ce message-là était quand même assez fort et donc il y a matière à donner des gages à nos partenaires européens parce qu'on va rentrer dans la période où on va commencer à décaisser les dispositifs européens. Ouais. Et donc donner des gages sur ce que l'on ne va pas utiliser à fond perdu, les fonds européens, c'est important aussi. Merci Denis. Denis Ferrand, donc, le directeur général de Rexecode, était notre invité sur Bismart.